Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, on va analyser le BTC et l'actualité justement des cryptos, voir un petit peu ce que l'écosystème nous réserve. Alors, on attaque directement avec les actualités. La Russie notamment ne perd pas de temps, ils sont en train de créer justement une nouvelle loi qui va instaurer les crypto-monnaies et les considérer comme des monnaies étrangères. Alors c'est quelque chose d'un petit peu particulier mais a priori ça a l'air de marcher et donc on va voir un petit peu comment ça peut se dérouler. Petite note rigolote, on a eu beaucoup de publicité, je vous en ai parlé hier au niveau du Super Bowl, notamment au niveau des exchanges. Ça a été remarqué, mais par contre, il n'y a pas eu du tout l'afflux escompté de nouveaux utilisateurs. Malheureusement, ça a été un petit peu la débandade de ce côté-là. Donc, je pense que le marché n'est pas encore prêt totalement à avoir une adhésion massive. Alors, dernier point, il y a la SEC la SEC qui a justement statué sur BlockFi et BlockFi a accepté en fait de payer une amende de 100 millions de dollars et surtout de s'enregistrer comme étant une plateforme de prêt crypto. Donc du coup, on se retrouve vraiment sur une catégorisation, excusez-moi, de l'univers crypto. On commence à rentrer dans des cases. Alors, c'est positif et négatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie de légifération qui est en train de se faire et qui est ce côté réglementaire qui est justement quelque chose de bénéfique tant qu'il n'est pas trop restrictif. Il faut voir justement si les cases vont correspondre et si on va pas forcer justement un carré dans un rond. Et qu'on fait bien un rond dans un rond. Voilà, ça va être un petit peu la note de fin de ces actualités. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, ça m'aide énormément. Et on va attaquer directement l'analyse un petit peu où on en est. Alors, petit rappel habituel au niveau de cette schématique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier de la daily, où je fais une analyse qui est quand même beaucoup plus poussée sur la partie daily. Alors, on a une vague 1 d'Elliott, une vague 2, une vague 3 qui s'est terminée en avril, et nous sommes dans la vague 4 à l'heure actuelle, et on essaie de déterminer est-ce que cette vague 4 est terminée parce qu'on a un A, B, C, on a un A qui est égal à un C. Par contre, on a une extension du B, donc on pourra attendre une extension du C, à savoir qu'on a une poche de liquidité en dessous des 29 000, donc on pourrait attendre une extension de cette C pour terminer la vague 4 en dessous des 29 000, et c'est un petit peu la schématique que j'ai encore en tête. Je vous ai donné les points d'invalidation et de validation hier, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et donc globalement, on attend la vague 5, où on attend une confirmation de reprise de vague 5. Voilà. À savoir que quand on regarde ici une prolongation de Fibonacci, cette prolongation de première impulsion baissière par rapport à la correction C, on voit que ça nous amène sur une extension classique à 24 000, enfin 25 000, c'est 24 980. Donc du coup, bon, ça nous amène quand même quelque chose d'assez bas. Donc on garde ça en idée, on va faire un petit tour, et après là on va aller attaquer justement dans une partie Ichimoku plus. On va rentrer dans une prise de liquidité en heure, tout simplement, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé hier. On va juste aller chercher ce qui s'est passé au niveau de l'Open Interest, parce qu'il y a des petites choses intéressantes. La première à noter, on va pousser ça parce que, en l'occurrence, ça gêne. Première chose à noter, ça c'est les ratios sur CoinGlass, donc sur l'ensemble des exchanges de long versus short. On voit qu'on est positionné un tout petit peu plus en long à l'heure actuelle. On a terminé les massifs short qu'il y avait avant, et là on retrouve sur un marché qui est un petit peu plus bullish, en tout cas sur ces positions qui sont en train d'être ouvertes, donc c'est sur l'Open Interest, et donc on a une schématique où potentiellement on est quand même assez équilibré. Il n'y a pas de déséquilibre, donc ça veut dire qu'on est sur une stabilisation du marché, ou en tout cas une création de liquidité, ou qu'il n'y a pas assez de liquidité pour faire bouger le marché. Donc globalement, ça peut être une vision des deux, d'accord ? Soit de la stabilité, soit pas assez de liquidité pour faire bouger le marché. On le voit de toute façon dans tous les cas avec le Super Bowl, on a eu énormément de com qui a été effectué. Par contre, derrière, il y a eu assez peu de retail, et donc assez peu d'injection de nouveaux comptes, donc de nouvelles monnaies, donc il n'y a pas de liquidité qui est présente. Ça, c'est important à retenir, parce qu'on va en discuter tout à l'heure. Deuxième point, ça c'est l'ensemble de l'Open Interest sur l'ensemble des exchanges, enfin des grosses exchanges en tout cas, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. On voit que là, sur cette courbe-là, cette courbe jaune, c'est le cours du Bitcoin, et là c'est le total de l'Open Interest
actuellement. Et on voit que c'est quand même assez marqué. On a vraiment, on suit bien cette phase. On a eu la baisse et là on a une réaccélération qui est en train de se faire, une réaccélération, pardon, qui est conforme à la première poussée qu'on a eue. Donc là, on pourrait se dire que en effet, il y a une partie d'open interest qui est assez forte. Là, c'est l'open interest où j'ai juste pris le CME. Le CME, là, si on regarde, c'est cette couleur bleu ciel, en l'occurrence, qui est ici, d'accord ? Et donc, ça nous permet de voir un petit peu plus ce qui se passe. Et on voit que le CME, donc, qui est le Chicago, et donc globalement les institutionnels par rapport aux ETF qui ont été validés, on voit qu'on a c'est beaucoup moins marqué que sur la totalité. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'il n'y a pas de reprise au niveau des institutionnels pour l'instant. On n'a pas de baisse, c'est très bien, on a une petite micro-reprise, mais c'est ridicule vu le volume qu'il y a à l'heure actuelle. Faut vous dire que là, il y a un peu moins de 2,5 milliards, donc c'est quelque chose qui est assez bas. Et par contre, si on compare les deux, on voit que ici on a quand même une accélération. Là, on a vraiment une toute petite, c'est limite du flat, hein, là on n'a rien du tout. Alors que là, on a quand même, on voit quelque chose qui est démarqué. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'il y a un engouement des hors institutionnels, d'accord ? Donc ça veut dire que ça va être sur des plateformes de retail majoritairement. Et ça, c'est important à prendre en compte, parce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de retour des institutionnels encore sur le marché, en tout cas massif. Donc on n'a pas de signe total de reprise de leur côté, ou en tout cas, eux, ils n'ont pas de signe pour nous. Voilà. Alors, on va regarder en daily rapidement Ishimoku ce que ça nous dit. Hop. Alors sur Ishimoku, je vous disais justement qu'on attaquait le nuage et donc on allait avoir énormément de résistance, qu'on a un certain nombre de choses, notamment la LS qui est trap ici, donc ça c'est pas forcément ultra bon signe parce qu'on peut pas trop bouger, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et on est en train d'entrer dans le nuage, donc zone de résistance. Bon, par contre on a un nuage qui est assez court, donc on a une zone où on pourrait ressortir du nuage assez facilement, et surtout qu'on a un aplat ici, donc qui pourrait servir de résistance pour partir. Dans tous les cas, pour que ça se fasse, il faudrait impérativement que ici la LS casse, et que derrière la LS passe le nuage. Donc là, pour l'instant, en tant que trader Ishimoku, si vous l'êtes, et la totalité des traders Ishimoku, il n'y a pas de signal fort, d'accord ? Parce qu'en l'occurrence, pour suivre la résistance, donc être rejeté derrière, on va avoir ici de la résistance là. Là, la LS, pour pouvoir repasser, ça va être compliqué, hein, d'accord ? Il y a une série de bougies à repasser. Donc du coup, les vendeurs Ishimoku sont assez peu actifs, d'accord ? À savoir qu'il y a beaucoup, à l'heure actuelle quand même, de retail ou de semi-institutionnels qui fonctionnent avec de l'Ishimoku. Donc là, on sait qu'on ne verra pas tout de suite leur fonds qui arrivera sur le marché. Donc ça, voilà, c'était petit point à noter, et c'est pour ça que généralement j'aime bien regarder Ishimoku, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de personnes qui trade tout simplement avec cet indicateur. On passe à l'heure, voir un petit peu ce qui s'est passé hier, parce qu'on a quand même eu un petit retracement qui a été effectué, et surtout une belle bougie qui nous a validé justement avec la reprise. Donc on a eu une première à minuit, et ensuite on a eu la deuxième à 2h du matin, donc une très belle bougie qui n'a pas par contre pris la liquidité de ce niveau là, d'accord ? On voit qu'on a toujours une liquidité qui est libre par rapport à ça. Je vous avais expliqué, alors hop, on va remettre les indicateurs pour que ce soit un petit peu plus simple. On met les indicateurs, celui-là. Donc je vous avais expliqué que là en l'occurrence on était possiblement dans une accumulation qui était en train de se faire avec une liquidité qui était créée ici, et on voit qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est allé prendre la liquidité, hop, là on a créé une forte zone de liquidité, on est allé prendre la liquidité ici sur cette petite mèche, et ensuite on est parti, d'accord ? Donc là on a une belle réaction, donc on a une validation d'une partie d'accumulation. Donc on a pris quand même 5% sur cette mèche. Donc on a quelque chose d'assez fort qui a été fait. Parce qu'en l'occurrence, on a pris la liquidité des tops. D'accord ? Donc ici, ici et ici. On a pris ces liquidités-là en prenant la liquidité basse. Par contre, on peut se demander, pourquoi une schématique comme ça ? Pourquoi j'ai une schématique comme ça ? Première chose, c'est on va regarder, est-ce que... On va se mettre un petit peu loin pour voir ce qui se passe. Alors, on voit que ici, j'ai retracé cette impulsion baissière, voir un petit peu où on en était,
et on voit qu'on est en train de travailler la zone des 0,5. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on est possiblement sur un retracement qui est en train d'effectuer. Donc ça veut dire que, possiblement, on pourra avoir des plus bas à mettre en place. Qu'est-ce que, d'ailleurs, notre ami RSI nous dit? Notre ami RSI nous dit quand même qu'on on commence à re-rentrer sur du momentum qui est en train d'être effectué. D'accord? Là, on a une entrée en momentum avec un 70. Ça pourrait être signal, ça pourrait être signal d'une baisse. Surtout que là, si on regarde, on a quelque chose qui est bullish, alors qu'ici, on a quelque chose qui est légèrement bearish. Donc, on pourrait avoir un signal d'une redescente. Donc, on se demande, ok, une redescente jusqu'où, pourquoi faire? Là, on va prendre un tout petit peu de recul, on va passer en 2 heures. Ouais, 2 heures, ça peut commencer à se voir. 2 heures, ça peut commencer à se voir. On pourra avoir une première impulsion baissière, on pourra avoir une accumulation en fait qui s'effectue ici, d'accord? Avec une première arrêt, un psy qui se fait là, donc accumulation de week-off. Hein. Si vous commencez à me suivre, n'hésitez pas sur le Discord, il y a plein de documentation, enfin plein. Il y a de la documentation sur week-off pour pouvoir suivre un petit peu ça. Globalement, on a un psy qui est ici, donc une première intention d'arrêt baissière. Ensuite, on a la véritable intention baissière qui s'est arrêtée avec, en fait, ceci et on pourrait le considérer comme le selling climax. Donc l'arrêt d'une intention baissière avec ce point bas là, d'accord? Ici, on pourrait être dans un AR massif qui va checker le niveau du psy, d'accord? Donc on pourrait redescendre, faire un test de ce niveau-là qui a été donné, repartir, casser par le bas, pour ensuite repartir vers le haut, par exemple. Donc ça, c'est une schématique à garder en tête qui est importante parce qu'on pourrait avoir une validation d'une accumulation basse. Alors, oui, mais on pourrait très bien aussi avoir une autre schématique qui se met en place, et là, il faut surveiller, c'est-à-dire qu'on a eu une accumulation ici. Là, on pourra avoir une mise en place d'une distribution, d'accord, avec un BC, AR, ST, SO, UT, UTAN et chute, d'accord. Alors ça peut être un petit peu plus haut, on peut remonter jusqu'au 618, d'accord, prochain niveau, donc qui est possiblement dans les 44 200. Donc on pourrait remonter, aller chercher ce niveau-là en prenant la liquidité du psy, c'est pas illogique. Et par contre, si on valide une distribution en top, donc c'est-à-dire ici, bah en l'occurrence, ça vaudrait quoi? C'est-à-dire qu'on a une accumulation là, une distribution là, ça c'est quoi? Ça c'est une redistribution, et donc ça veut dire qu'on descend, d'accord? Donc là on a une schématique qu'il va falloir impérativement surveiller, voir ce qui peut se passer, surtout qu'on a des indications, pas encore de reprise totale du marché, et on peut se poser la question, est-ce qu'on est dans une reprise de cette schématique? Alors on va juste fermer un petit peu tout ça, histoire de voir un petit peu plus où on en est, tac. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en bearish? Bah non, on n'est pas en bearish, on est toujours, là, on est toujours ultra bullish, hein. On est toujours ultra bullish, et si on regarde sur du très long terme, bon bah on est ultra bullish. Là-dessus, on remet absolument pas en question. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en fin de correction ou pas? Voilà. Clairement, c'est un peu l'idée qu'on a, c'est est-ce qu'on est en fin de correction? Est-ce que ici, on va faire des plus bas pour pouvoir après repartir? Est-ce que j'ai un doute en disant qu'on va passer en bearish et que le BTC va passer bearish? Absolument pas. Pour moi, en effet, on est toujours dans la correction. C'est juste que je ne sais pas, est-ce qu'on a encore repris? Pour moi, le niveau important, c'est les 52 000. Tant qu'on n'a pas cassé les 52 000, on est toujours en correction. Voilà un petit peu l'idée générale. Alors, on va maintenant attaquer quelque chose d'intéressant. On va aller voir un petit peu les indices. De temps en temps, je vous le fais. Aujourd'hui, on va le faire. On va voir le Nasdaq, le SPX et l'US Oil. On va commencer rapidement sur l'US Oil. Je vous avais noté un niveau très important. La dernière fois, je vous avais dit qu'on allait, on va y arriver, prendre la liquidité de ce point-là. Bon, bah, en l'occurrence, très bien, on a fait la petite mèche et on est allé directement prendre la liquidité du niveau de 95,30 $. Et on est dans l'order block. Je vous avais dit que notamment, ça c'était une zone qui était intéressante où possiblement on pouvait entraîner une chute. Donc il va falloir surveiller cette zone importante, voir comment ça se goupille, d'accord? À savoir que le prochain niveau se trouve au 1,618, donc c'est-à-dire les 100 $, avec un nouvel order block, sur lequel on pourra avoir une nouvelle prise de liquidité, parce qu'on a une liquidité en top de cet order block là, et donc on pourra avoir une réaction. Donc c'est quelque chose qui est important à valider de notre côté, parce que tout simplement, on pourra avoir une réaction forte. Après, là on voit quand même qu'on tasse le momentum, hein. Ça fait quand même un certain temps qu'on est en train de tasser le momentum. Ici on voit que là on a une indication bullish qui est en train de se faire là entre le RSI, hop on va y arriver, tac, le RSI on a une divergence qui est en train de se faire. Donc là on a eu une accélération, donc on a une preuve que la divergence a été validée. Ok. Par contre, ici, on est sur quelque chose de flat,
alors que là on est sur une accélération, donc on a un momentum qui est en période d'accélération, donc il va falloir vraiment surveiller cette partie-là pour avoir une correction, tout simplement, ce qui serait normal d'ailleurs, une correction de cet actif par rapport à ça. D'accord. Et si on a une correction, on pourrait se dire qu'on pourrait corriger possiblement jusqu'au 0,5 ou jusqu'à 79 $, 80 $ peut-être, potentiellement. Donc ça va être à garder en tête pour voir est-ce qu'on pousse ou pas, ou est-ce qu'on a une perte de momentum. Là en l'occurrence, ça sent quand même la perte de momentum. Alors, on va aller voir un petit peu où on en est au niveau de notre ami le Nasdaq. Alors, tac. On va fermer ça. Donc là, on est toujours dans cette phase d'accélération. On attend une baisse pour aller chercher les liquidités basses et potentiellement l'order block qui est là. On voit que l'intention baissière, donc cette première intention baissière nous donne des objectifs. Et on voit que l'objectif, il est quand même assez bas, hein. Le 2618 est quand même assez bas et à 13 384. Donc on va avoir fortement une continuité baissière pour au moins un minima valider ce point bas pour potentiellement descendre là. D'accord. Au niveau du SPX, on a un peu une même schématique qui se fait, hein, d'accord. Où là en l'occurrence on a la prise de liquidité à faire sur la partie basse ici, donc une continuité de baisse, d'accord. L'élément que je voulais vous montrer principalement c'était ça. Je vous dis régulièrement que hop, tac, on n'a pas de corrélation, faut faire attention à la notion de corrélation entre les marchés financiers classiques et la crypto-monnaie. C'est pas parce qu'il y en a un qui monte ou un qui descend que ça va entraîner en fait une chute. Ce qui est vrai dans la partie micro, c'est-à-dire que quand on ne regarde pas la partie macro, en effet, on peut se dire que il y a une décorrélation. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a une chute à un endroit qu'on va avoir une chute ailleurs, ou en tout cas que la proportion va être différente. Par contre, c'est vrai que côté macro, on a quand même une schématique qui se met en place assez forte, surtout depuis cette partie d'année où on a eu une accélération derrière, ensuite un rebond, pareil, une nouvelle accélération, on a un travail et un rebond qui s'est effectué. D'accord. On voit quand même qu'on a une schématique qui est en train de se faire. Là, j'ai juste mis le BTC en surbrillance du Nasdaq. Et on va faire la même chose avec le SPX. Vous allez voir, on se retrouve dans une schématique où on voit qu'il y a une certaine corrélation globale. D'accord. On parle bien d'une corrélation globale. C'est aussi lié aux actifs qui sont en train d'être corrélés. Donc, on a des actifs financiers qui sont en train d'être créés où on a une part de risque dans les cryptos. Et le fait que les cryptos sont considérés comme des actifs risqués, et donc forcément quand il y a une perte de confiance dans le marché global, les actifs risqués prennent aussi un coup. Et même là, si on voit quand même que la chute ici qui s'est effectuée, on a été assez peu impacté. Donc du coup, la corrélation macro, peut-être, à une certaine mesure, mais il faut faire attention, il ne faut pas avoir une corrélation générique. Pareil, le SPX, là on va regarder, hop, tac, on se met, on voit qu'en effet, on a un peu une schématique qui est en train de se faire, sauf que là, ici, on a une nouvelle poussée du SPX qui s'est faite, et là, on voit qu'on a une continuité de la chute, d'accord. Donc là, on a une résurgence, et là, on a une nouvelle continuité de la chute, mais la chute, elle est quand même minime par rapport à la chute qu'il y a eu là, d'accord, par rapport au BTC qui s'est effectué. Là, je décale un tout petit peu pour voir, voilà. Hop, j'ai juste remis un petit peu les échelles pour voir. Mais voilà, on a quand même une schématique qui se colle dans la partie macro, même si sur la micro, on voit qu'il y a quand même des divergences qui se font. Et par contre, j'ai tendance à trouver que les volumes sont pas forcément identiques. Et ça, c'est vraiment à garder en tête. Je pense que s'il y a une accélération de l'un, on pourra avoir en fait un espace suffisant pour grandir sur l'autre. Par contre, si on a vraiment une grosse chute, on va retrouver une accélération et on risque de retrouver en fait un momentum, une corrélation parfaite sur la macro. C'est-à-dire plus le mouvement va être fort, plus on aura une corrélation entre les deux forte. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.